Mindful Life vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information virtuelle. Participer physiquement ou virtuellement à une séance d'information est indispensable avant de s'engager dans un cycle de pleine conscience de 8 semaines. En effet, l'engagement individuel que nécessite une telle participation exige d'être informé correctement de ce qu'implique le programme. Mindful Life est composé de deux personnes. Nous voici en quelques mots. Sybille de Ribeaucourt, psychologue, et Olivier Dateur, médecin. Nous sommes tous les deux instructeurs de pleine conscience, porteurs du certificat universitaire de l'ULB en 2012-2014. Nous animons des cycles dans la région bruxelloise et le Brabant wallon, plus particulièrement dans le Chirec à Delta et à Braine-l'Alleud, chez Psypluriel à Uccle, et dans le cadre de la maison de médecine oncologique intégrative Ressources. Lors de cette réunion d'information, nous allons vous inviter à quelques petits exercices destinés à vous permettre de goûter personnellement à la pratique de la pleine conscience. Ainsi, lorsque vous verrez cette diapositive, nous vous inviterons à une petite expérience pratique. Sentez-vous libre chaque fois de suivre ou non notre invitation. Fermez les yeux si cela vous convient ou laissez-les ouverts. Et à partir de maintenant, pendant 1 minute, nous vous invitons à ne penser à rien du tout, à faire le vide dans votre tête. Voilà, la minute se termine maintenant. Si vos yeux sont fermés, vous pouvez les rouvrir. Qu'avez-vous constaté? Peut-être qu'il est impossible de ne penser à rien. En effet, le cerveau des êtres humains est doté d'un magnifique néocortex, et celui-ci, travaillant sans arrêt, nous permet d'élaborer des pensées, du langage, des concepts abstraits. Et tout cela a permis le développement de la civilisation moderne, ce qui est bien entendu très positif. Mais cette activité cérébrale incessante est également responsable du fait que nous vivons la plupart du temps dans notre tête, pensant sans arrêt. On peut imaginer que c'est un peu comme si notre mental fonctionnait comme un véritable petit singe frénétique. Et en étant ainsi constamment dans notre tête, nous ne sommes finalement pas réellement présents à ce que nous sommes en train de vivre dans l'instant. Ce mode de fonctionnement n'est pas volontaire. Il est notre mode de fonctionnement par défaut. Nous l'appelons le mode de pilote automatique. Ce mode de pilote automatique est réellement important parce qu'il nous fait finalement faire des choses sans être totalement présent à ce que nous sommes en train de faire. Alors ça peut se passer lors d'activités de routine ou d'activités qu'on peut considérer comme étant émotionnellement neutres, comme le fait de conduire sa voiture, de manger, de se doucher, de saluer d'autres personnes, de fermer la porte à clé, mais cela peut également se dérouler lors d'activités émotionnellement plus chargées, comme la gestion des enfants turbulents, la gestion d'agressions de moments difficiles au boulot. En particulier, lors de ces moments émotionnellement chargés, souvent les choses peuvent être plus lourdes de conséquences lorsque nous ne sommes pas conscients de nos schémas de fonctionnement, et cela peut même amorcer des cercles vicieux émotionnels et ou conflictuels très importants. Et lorsque nous sommes confrontés à un problème, là également nous avons des attitudes automatiques. Si nous imaginons que cette boule représente un problème, ces habitudes automatiques peuvent être de décider je vais essayer d'éliminer ce problème, de le contrôler, de l'ignorer, parce que c'est un problème, ça ne me convient pas, mais seulement c'est pas toujours possible. Une question que pose la pleine conscience, c'est de savoir, ok, est-ce qu'il existe des alternatives?
Nous pouvons éventuellement modifier notre relation aux problèmes qui empoisonnent notre vie. Et les approches cliniques basées sur la mutation de pleine conscience sont des tentatives de répondre à ce type de questions. Voilà deux mots qui apparaissent dans cette diapositive, la méditation et la pleine conscience. Alors qu'est-ce que c'est et de quoi parlons-nous? La méditation, il y a quelque temps, lorsqu'on entendait parler, ça s'associait à des idées biscornues, ashram, encens, gourou, secte, en tout cas scandale. Alors le temps est passé, les choses se calment un petit peu, il y a moins d'appréhension par rapport à la méditation, et pourtant tout le monde ne voit pas clairement de quoi il s'agit. Alors avant de dire ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas d'abord? Ce n'est pas une technique de relaxation, ça n'est pas une fuite de la réalité, ce n'est pas une forme de transe ou une expérience mystique. Il faut démystifier la méditation. Le terme de méditation, en fait, se rapporte juste à une pratique mentale ou spirituelle qui implique généralement que le pratiquant amène son attention de façon centripète sur un seul point de référence. Finalement, on peut donc dire qu'il s'agit simplement d'une forme d'entraînement de l'esprit. Faisons maintenant une petite expérience pour découvrir ce qu'Olivier a expliqué juste là, que la méditation est une forme d'entraînement d'esprit. Et si cela vous convient, je vous invite maintenant à vous asseoir si vous n'êtes pas assis, à laisser vos yeux se fermer. Vous pouvez également les laisser ouverts en fixant un point fixe devant vous. Et prenons maintenant un moment pour sentir que nous sommes là, assis, sentant peut-être des sensations de contact du corps avec le support sur lequel nous sommes assis. Et tout en sentant que nous sommes assis, peut-être pouvons-nous percevoir en nous, dans le corps, un léger mouvement de va-et-vient, celui de la respiration. Et dirigeons à présent, du mieux que nous pouvons, toute l'attention sur les sensations respiratoires, en laissant la respiration se dérouler exactement comme elle est là. La proposition est juste de sentir qu'est-ce qui se passe dans mon corps à cet instant lorsqu'il inspire et lorsqu'il expire. Il arrivera très probablement que nous serons à certains moments emportés par des pensées, des commentaires peut-être sur ce que nous sommes en train de faire, ou d'autres choses, des pensées qui anticipent, qui rêvent, qui programment. Et l'invitation est à ce moment-là, lorsque nous nous rendons compte que nous sommes distraits, de simplement revenir aux sensations du souffle. À cet instant, je sens que j'inspire et je sens que j'expire. Il est normal d'être distrait, c'est ainsi que notre mental fonctionne. Nous ramenons simplement l'attention aux sensations du souffle dès que nous constatons que nous sommes ailleurs. Nous arrivons maintenant au terme de cette pratique. Doucement, si nos yeux sont fermés, nous pouvons les ouvrir, sentir les paupières qui s'ouvrent, afin de reprendre contact avec ce qui nous entoure, les couleurs, les formes,
les reliefs. Voilà, vous venez de découvrir une pratique méditative et peut-être aurez-vous eu l'occasion d'observer qu'il n'est pas si facile que ça de rester simplement centré sur les sensations de la respiration. Probablement vous aurez constaté que votre esprit vous a parfois emmené loin de la pratique ou a peut-être tout simplement commenté ce que vous étiez en train de faire. Et c'est tout à fait normal parce que, comme on vous l'a déjà dit, notre esprit est un vrai petit singe qui n'arrête pas de sauter d'une branche à l'autre. Et donc la méditation, en fait, c'est simplement, comme l'a dit Olivier précédemment, un entraînement de l'esprit. Et donc c'est comme une musculation où on apprend petit à petit à muscler nos capacités d'attention. Regardons maintenant ce que c'est que la pleine conscience et je vous propose de vous lire la définition. La pleine conscience est un état de conscience qui résulte du fait de porter son attention intentionnellement sur l'expérience qui se déploie au moment présent de manière non jugeante. Cette définition, elle a été donnée par Jon Kabat-Zinn. On en parlera un petit peu plus tard de Jon Kabat-Zinn. Et donc c'est ce que nous avons fait, c'est ce que je vous ai invité à faire durant la petite pratique, d'amener volontairement toute notre attention sur les sensations respiratoires qui se déployaient dans le moment présent et d'y revenir chaque fois que nous étions distraits. Et donc ce mode de pleine conscience est finalement l'opposé de ce pilote automatique dans lequel la plupart du temps nous nous trouvons. Et donc nous allons apprendre à être plutôt que de faire, d'être dans cet automatisme. Alors en pratique, que pouvons-nous apprendre avec la pleine conscience? Eh bien, déjà à être plus dans le moment présent. Moi, personnellement, quand je prends ma fille dans mes bras et que je suis totalement présente à ce moment, eh bien, il est nettement plus agréable que si je suis dans mon pilote automatique. On apprend également à faire face aux émotions difficiles, différemment, non pas à les supprimer, mais à être en relation avec ces émotions autrement. Pareil avec la douleur, pareil avec les ruminations, les pensées anxieuses, les pensées dépressives. Et donc au final, nous apprenons à répondre à tout cela plutôt que d'être dans notre réaction automatique. Olivier reviendra sur cette différence entre réponse et réaction dans quelques instants. Mais avant d'aborder cette différence entre la réponse et l'action, parlons avant tout du processus de pleine conscience, c'est-à-dire que m'apporte le fait de porter mon attention de façon intentionnelle à mon expérience d'instant en instant dans la vie quotidienne lorsque je suis confronté à un problème. La première chose, si je suis attentif à ce qui se passe dans mon corps, c'est que, en cas de confrontation à un stress, probablement je pourrais détecter des signaux d'alarme par l'écoute habituelle attentive de mon corps. Sentir par exemple que ma mâchoire se contracte, que mes épaules sont tendues, que ma poitrine est opprimée, que mon rythme cardiaque ou mon rythme respiratoire monte. À ce moment-là, je peux prendre conscience du fait qu'il se passe quelque chose en moi. Et je peux choisir de faire une pause. Cette pause est une occasion de voir la situation en perspective. Imaginons que ceci, cette boule rouge, soit un problème important auquel je suis confronté. Peut-être une peur importante, peut-être une très forte colère, une angoisse qui me projette dans l'avenir ou une rumination sur le passé. Eh bien, la plupart du temps, il y a évidemment d'autres éléments dans mon expérience globale de l'instant, et pourtant notre mental fonctionne de telle sorte que c'est un petit peu comme s'il y avait une espèce de gaine, de gangue noire hermétique qui fait que ma perception personnelle de l'expérience à ce moment-là, eh bien, elle n'est que ma colère, ma peur, mon angoisse ou ma rumination. Les anglo-saxons disent d'ailleurs, la traduction littérale de I am afraid or I am angry, c'est je suis peur, je suis colère.
Imaginons maintenant que nous soyons toujours confrontés à la même situation, la même peur, la même colère, la même angoisse ou la même rumination, mais que nous prenions un petit peu de distance, un peu de perspective par rapport à cela. Le reste des éléments de l'expérience globale sont toujours présents, mais ma vision peut être, avec cette prise de distance, cette prise de perspective, cette conscience de mon expérience qu'est la boule rouge, peut être beaucoup plus représentative de mon expérience globale. C'est un petit peu comme si cette prise de distance allait permettre simplement que les choses se posent et que nous les voyons avec plus de clairvoyance, un petit peu comme lorsque on nous demande de séparer de l'eau boueuse en eau propre et en terre. C'est impossible, il faut simplement laisser les choses se faire. Donc, revenons à notre processus. Le fait de voir la situation en perspective, de nous décoller réellement de cette boule rouge, nous permet d'ouvrir un espace entre nous et le problème que nous considérons comme étant un espace de créativité qui nous permet éventuellement de répondre plutôt que de réagir, c'est-à-dire réellement de poser un acte conscient, clairvoyant, qui prend en compte l'entièreté des éléments de la situation et plus de réagir en mode totalement automatique et inconscient. Eh bien, peut-être avez-vous remarqué cette diapositive qui nous invite à réaliser une nouvelle pratique. Rappelons-nous qu'il s'agit d'une invitation et que, comme toute invitation, vous êtes toujours libre de l'accepter ou pas. Mais si vous l'acceptez, je vous invite à prendre un moment, si cela vous convient, pour fermer vos yeux, les laisser se fermer et sentir qu'ils se ferment. Prendre un moment pour sentir la façon dont notre corps est posé sur une chaise ou notre lit ou où que ce soit que nous regardions cette vidéo. Sentir notre présence, nos points d'appui. Et maintenant, prendre un moment pour, de manière consciente, c'est-à-dire en sentant l'impulsion, la volonté et la mise en action de cette volonté, prendre un moment pour nous lever. Observez peut-être que nous allons prendre appui avec nos mains sur la chaise ou le fauteuil, ou sur la table, le bureau, peu importe, et que nous allons contracter divers muscles pour nous retrouver en position debout. Sentir dans cette position debout la verticalité de notre corps qui tient sur la petite surface de la plante de nos pieds et sentir le contact de la plante de nos pieds sur le sol. Juste observer, tiens, c'est comment pour moi juste là de porter mon attention à mon corps qui est debout. Et puis si cela nous convient, à la prochaine inspire, je vous invite à laisser monter les bras latéralement de part et d'autre du corps, lentement, en sentant d'instant en instant, contraction des muscles, le jeu des articulations. Si cela nous convient, et seulement si cela nous convient, nos épaules arrivent à l'horizontale et nous poursuivons l'ascension de nos mains vers le haut, vers la verticale peut-être. Nos pouces vont-ils s'entrecroiser lorsque nos mains arrivent au-dessus de notre tête? Et la prochaine inspire, je nous invite à nous allonger depuis la plante des pieds jusqu'au sommet des doigts. Nous étirer de tout notre long en observant, tiens, c'est comment cet effort d'étirement, comment est mon souffle, comment est mon corps. La prochaine expire, nous pouvons relâcher cette extension. Sentir que nos pouces, s'ils étaient liés, vont se délier. Et
Laissez nos bras descendre de part et d'autre du corps, sentant d'instant en instant modification de nos sensations. Une fois revenus, les bras le long du corps, peut-être accueillir une respiration un peu plus profonde, observer, porter notre attention de façon intentionnelle sur notre expérience d'être là maintenant de manière non jugeante, juste avec curiosité et ouverture. Et puis lorsque nous le déciderons, nous pourrons volontairement ouvrir nos yeux en sentant qu'ils s'ouvrent, accueillir la lumière, l'espace, les couleurs, les formes autour de nous, et prendre le temps de nous asseoir en observant, tiens, comment est-ce que je m'assieds et quelles sont les sensations de cette prise de contact avec mon assise. Merci pour votre participation, si vous avez répondu à l'invitation, et si vous n'y avez pas répondu, ce n'est pas grave, la proposition est alors juste de sentir, tiens, c'était comment pour moi de ne pas répondre à cette invitation. Poursuivons. Qu'est-ce que le programme MBSR et qui est Jon Kabat-Zinn? Jon Kabat-Zinn, que vous voyez apparaître sur cette image, pratique la méditation et le yoga depuis de nombreuses années. Il a fait un doctorat en biologie moléculaire au MIT. Il est également professeur de médecine à l'université du Massachusetts. Et lorsqu'il a mis en place son programme en 79, il a permis en fait la rencontre de deux univers qui en apparence n'avaient vraiment rien à voir, qui est celui de la tradition philosophique orientale avec la médecine occidentale. Et pour pouvoir diffuser son programme, il a créé la clinique de réduction du stress, ainsi que le centre de pleine conscience en médecine pour les soins et la société. Et il est également membre actif de l'Institut Man in Life. Jon Kabat-Zinn a eu 3 apports assez visionnaires à cette époque-là, car il a expurgé toute la pratique traditionnelle orientale de sa partie mystique et magique, donc on ne retrouve pas d'enseignement philosophique ou religieux dans son programme. Il a validé ce programme selon les standards de la médecine et de la science occidentale, ce qui a permis finalement également de faire des études scientifiques et de pouvoir comparer, car son programme comporte un protocole qui est vraiment très structuré, et donc chaque enseignant suit exactement le même protocole, ce qui permet de pouvoir diffuser cette pratique et de pouvoir également en faire des études scientifiques. La rencontre de ces deux univers est visible de façon caricaturale sur cette image. Vous avez d'une part un maître zen, maître Daizen Deshimaru, et juste à côté l'image d'une résonance magnétique cérébrale, ce qui nous amène finalement aux images de droite dans lesquelles Richie Davidson de l'université de Madison reçoit Mathieu Ricard pour le mettre dans une résonance magnétique sur la photo du dessus, et dans laquelle un moine zen réalise une électroencéphalographie à haute définition. Ces images caricaturisent en fait le fait que la science moderne, de par son évolution, permet actuellement d'observer de façon tout à fait objective des éléments décrits de manière subjective par les méditants depuis plusieurs millénaires. Donc une période particulièrement intéressante, et une période d'ailleurs qui a vu l'éclosion de très nombreuses publications sur le sujet de la mindfulness, comme l'atteste ce graphique qui montre une croissance exponentielle des publications parues sur Mainline, donc dans des revues scientifiques à comité de lecture, sur le sujet de la pleine conscience. Cet intérêt des sciences se marque d'ailleurs dans le fait que l'Université libre de Bruxelles est la première université francophone au monde à avoir proposé un certificat universitaire de formation pour devenir instructeur de pleine conscience. Cette initiative a, il faut le noter, été prise par la faculté de médecine et non par une faculté plus originale. Il faut d'ailleurs noter que bon nombre d'universités francophones de par le monde ont suivi l'exemple de l'ULB en mettant sur pied des certificats universitaires pour devenir instructeur de pleine conscience, comme par exemple Strasbourg, Genève ou encore Paris. Loin de nous l'idée de détailler ici l'entièreté de ces publications, bien entendu.
Cependant, un élément extrêmement important que nous pouvons en apprendre est résumé dans ce morceau d'abstract d'Amishija, chercheur de Hawaï, qui constate, après avoir fait passer des résonances magnétiques fonctionnelles à des gens qui venaient de passer un cycle de 8 semaines, qu'il y avait non seulement chez ces gens une réduction du stress subjectif, mais qu'il y avait également des modifications réellement structurelles au niveau de leur cerveau. Alors, cela met en évidence un processus qui n'existait pas lorsque j'ai commencé mes études de médecine il y a 30 ans, qui s'appelle la neuroplasticité. On pensait à l'époque que le cerveau était une structure qui se développait jusqu'au jeune âge adulte et qu'à partir de 20 ans, il se dégradait inexorablement. On se rend compte maintenant que non seulement ce n'est pas vrai, il peut continuellement se créer de nouvelles connexions entre nos neurones, mais également il y a une neurogénèse, donc potentiellement la création de nouveaux neurones. Ce ne sont pas des choses qui apparaissent spontanément, ce sont des choses qui apparaissent lorsque nous entraînons notre cerveau. La neuroplasticité, donc, est une capacité de notre cerveau à se remodeler continuellement, ce qui permet d'ailleurs de faire des apprentissages ou de faire des récupérations de compétences après un accident cérébral, par exemple. L'élément fondamental qui permet d'activer la neuroplasticité est l'entraînement. Nous y reviendrons. Et d'une certaine façon, si nous voulons intégrer à la méditation de pleine conscience, mindfulness, le concept de neuroplasticité, nous pourrions considérer que la plupart du temps, nous fonctionnons selon notre mode pilote automatique avec des schémas qui nous sont bien personnels, en étant souvent peu conscients de ce qui nous guide, des raisons pour lesquelles nous prenons des décisions que nous prenons de façon automatique. Mindfulness nous invite à établir une prise de perspective, une prise de distance qui nous permet simplement d'observer d'instant en instant ce qui nous arrive, ce qui nous guide, de porter de manière intentionnelle notre attention d'instant en instant sur l'expérience qui s'offre à nous, et cela de manière non jugeante, ce qui correspond très précisément à la définition de la pleine conscience, ou qui se rapproche de cette antique injonction « connais-toi toi-même ». Alors, en pratique, quels sont les bénéfices finalement de la méditation ? On va aborder maintenant les bénéfices en sachant que ce sont des bénéfices subjectifs et potentiels des effets à long terme relatés par les pratiquants. Alors subjectif, ça veut dire que nous avons parlé ici d'éléments extrêmement personnels, de vécu relatés par les gens et pas de neurosciences, d'une part, et d'autre part qu'ils sont potentiels parce qu'il ne suffit absolument pas de s'inscrire à un cycle de mindfulness pour avoir l'entièreté de ces bénéfices. Ils sont potentiels lorsque la pratique est d'abord développée et puis entretenue. Alors, ces bénéfices sont tout d'abord des bénéfices physiques, une sensation de profonde relaxation et de soulagement du stress. Rappelez-vous, au début, nous avons parlé de la méditation comme n'étant pas une technique de relaxation, et nous ne changeons pas d'avis, ce n'est pas une technique, mais il se fait que lorsque nous pratiquons la méditation, nous pouvons ressentir un effet secondaire de profonde relaxation. Au niveau cognitif, nous pouvons identifier une amélioration de la concentration et de l'attention, de l'autocontrôle, de l'auto-observation et des capacités accrues à inhiber les activités distrayantes internes ou externes, ce qu'on peut aisément comprendre lorsque l'on apprend à contrôler son attention, nous sommes moins distraits. Au niveau émotionnel, j'en décris une humeur plus positive, plus de stabilité émotionnelle et une meilleure résilience face aux éléments de vie difficiles. Enfin, il arrive que, au niveau psychologique, les gens décrivent non seulement un plus grand équilibre psycho-émotionnel, mais également des changements de personnalité, parfois conséquents. Il est important pour Sybille et moi de rajouter à ces bénéfices subjectifs deux notions qui ont été très peu abordées jusqu'ici, qui sont pourtant des piliers fondamentaux de la pratique de la méditation de pleine conscience, que sont la bienveillance et la compassion. En effet, de notre expérience personnelle, et nous partageons cela avec beaucoup d'autres pratiquants, nous pouvons constater que la pratique de la méditation est extrêmement favorable au développement d'une
plus grande bienveillance, non seulement envers soi et envers les autres, mais également à une plus grande compassion, c'est-à-dire le désir de soulager la souffrance des autres de façon générale. C'est très bien tous ces bénéfices relatés, mais en pratique, comment fait-on pour arriver là? Et comme le dit Jon Kabat-Zinn, it's simple but not easy. C'est simple, mais ça n'est pas facile. Je vous présente nos participants de dernier cycle lors de la, rassurez-vous, 3e séance. Non, je rigole. Comment se déroule un cycle de manière très pratique? C'est une succession de 8 séances hebdomadaires, des séances qui durent 2h30 à 3h, et d'une journée complète qui se trouve entre la 6e et la 7e semaine habituellement. Les cycles de pleine conscience ne sont pas du tout des prises en charge individuelles, ce sont réellement des classes de mindfulness, donc des groupes constitués de 8 à 20 participants en fonction de l'espace disponible dans la salle. Il y a une très grosse partie de travail pratique, qui sont la réalisation de méditation, qui permettent de porter son attention sur la conscience du corps statique, la conscience du corps en mouvement, la conscience de l'espace mental dans lequel apparaissent, évoluent et disparaissent les pensées et les émotions. Il y a un peu de soutien théorique et un peu de partage expérientiel, et surtout, vous l'avez probablement bien compris lors de cette séance d'information, il doit y avoir un engagement absolument strict des participants à un travail à domicile qui dure 45 à 60 minutes par jour, tous les jours, pendant la durée du programme. Et c'est vraiment, réellement une condition sine qua non. Docteur, je veux apprendre à me relaxer, mais je veux me relaxer plus vite et plus fort. Je veux être au top du top de la relaxation. Bien, comme dans le cycle MBSR, pour cet homme, il n'y a malheureusement pas de baguette magique, pas de pilule, pas de potion. Il s'agit d'entraînement, d'acquisition de nouvelles compétences, réellement d'un enseignement et d'un apprentissage de compétences spécifiques. Il n'y a en effet pas de baguette magique, et là, à ce stade-ci, vous êtes comme ce petit garçon qui allait peut-être ou pas découvrir la pleine conscience. Et il y a deux possibilités. Soit c'est de vous retrouver comme celui qui est à gauche, qui a bien grandi, qui connaît toute la littérature par cœur, qui connaît toute l'histoire de Jon Kabat-Zinn, mais qui n'a pas beaucoup pratiqué. Et puis, à côté de lui, il y a Monsieur Muscle qui s'est beaucoup entraîné et qui connaît rien du tout au processus de la pleine conscience et qui ne sait même pas qui est Jon Kabat-Zinn, mais il s'est beaucoup entraîné. Et c'est de cela dont il s'agit, comme on vous l'a déjà dit à plusieurs reprises, la pratique. Alors, nos prochains cycles, en général, nous les planifions à différents endroits. Donc, nous les donnons sur le site du Chirec à Delta. Et là, c'est Olivier qui l'enseigne tout seul. Sur le site du Chirec de Braine-l'Alleud, l'Animon à 2. Et chez Psy Pluriel à Uccle. Et dans le cadre de la maison de soins de médecine intégrative Ressources. Et là, c'est moi qui anime les cycles. Nous planifions les cycles 3 fois par an, en septembre, octobre, novembre, en janvier, février, mars et en avril, mai, juin. Nous vous invitons à consulter le site pour avoir plus d'informations sur les dates et les précisions à ce propos. Pour participer à un cycle, il existe un processus d'inscription. La première étape est d'assister à la séance d'information et la deuxième étape est de remplir un questionnaire strictement confidentiel que nous vous transmettrons à votre demande. Une fois rempli le questionnaire, nous le lirons attentivement et nous reviendrons vers vous avec des questions peut-être, ou pour simplement vous dire que c'est OK, que nous avons pris note de votre inscription. Sybille et moi, nous vous remercions très sincèrement pour le temps que vous avez pris à regarder notre séance d'information virtuelle. Nous restons à votre disposition soit via notre site www.mindfullife.be, soit par mail sur info@mindfullife.be. Et pour les temps difficiles que nous vivons pour le moment, nous vous souhaitons de tout cœur de rester ancré au cœur de la tourmente.